En manchette aujourd'hui, un nouveau joueur dans la région pour les minéraux critiques et mise à pied officielle des 275 travailleurs chez Rayam au Témiscamingue. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et merci d'être sur nos ondes. La région compte maintenant un nouveau joueur pour soutenir le développement de minéraux critiques dans la région. Mais Kimilia, de qui il s'agit? Oui, Mélissa, Kinterra Capital qui vient tout juste d'annoncer la création d'une nouvelle filière nommée Minéraux stratégiques Abitibi. Elle en a fait l'annonce ce matin lors d'une conférence de presse à Amos, ici même où je me trouve. Et l'objectif, c'est vraiment de soutenir les projets de développement de la filière batterie québécoise ici même dans la région et aussi de répondre aux différents projets d'infrastructures minières. Donc, le tout s'inscrit dans un projet de transition énergétique et c'est aussi un premier lieu industriel de ce genre dans la région. Là-dessus, je vous laisse entendre le président de la nouvelle filière. L'objectif premier, c'est créer une entreprise de services qui va aider au développement de la filière des minéraux critiques et stratégiques pour l'extraction et la transformation. On a tendance à oublier qu'il faut vraiment une multitude d'ingrédients pour qu'un projet minier se concrétise. Et l'objectif, c'est ça, favoriser ça. Dans un premier temps, à court terme, c'est pour aider les projets Dumont et Nyobolt. Éventuellement, probablement, d'autres projets ici en Abitibi. On a déjà des exploitations de lithium. C'est la porte d'entrée vers le Grand Nord. Donc, pour nous, c'est une acquisition stratégique. Puis on le voit dans une continuité. Et qu'Emilia, il sera implanté où, ce nouveau projet? Bien, vous le voyez derrière moi ici, Mélissa. Je me trouve devant l'ancienne usine Résolue à Amos. Et c'est ici que les principales activités vont se tenir pour la prochaine filière, puisqu'ils ont fait l'acquisition du nouveau site. Et on se souvient qu'il y a 4 ans, en 2020, ça avait créé tout un nombre de chocs pour la communauté amossoise lors de la fermeture de l'usine Résolue. Donc, comme le maire Sébastien Dastou l'indiquait, c'est quand même un projet tournant pour Amos et aussi pour la création d'emplois. Donc, je vous reviens ce soir avec un reportage complet, oui, sur le bulletin de TVA 18h. Ouais, ça ne pas manquer. Merci, Kemilia. Au plaisir. Et d'ailleurs, on reste à Amos puisque la ville se dote d'une expérience immersive au puits municipal. L'attraction créée en partenariat avec l'entreprise montréalaise Moment Factory a bénéficié d'ajouts importants au cours des 2 dernières années. Les visiteurs peuvent maintenant en apprendre davantage sur l'eau et sur l'importance de cette ressource pour la vie à travers notamment un circuit interactif et un jeu d'énigmes. L'expérience fait partie du circuit à la découverte de l'eau à Nissipi. Et toujours à Amos, la ville aura une nouvelle station météo et cette dernière sera érigée à l'aéroport Mani. Les travaux sont effectués par l'entreprise Approach Navigation System Inc. à des coûts avoisinant plus de 170 000 $. La décision d'aller de l'avant avec le projet a été prise hier lors du conseil de ville d'Amos. Aucune date n'est encore prévue pour l'installation et la mise en marche de la nouvelle station météo qui sera munie d'un capteur de précipitation. Dans un autre dossier maintenant, c'est un triste jour à Témiscamingue alors que c'est aujourd'hui que 275 travailleurs de l'usine de cellulose perdent leur emploi. Prévu d'abord pour le 2 juillet, l'entreprise forestière Rayonier Advanced Materials avait finalement décidé de repousser la date des mises à pied au 16 juillet en raison de travaux. Et interrogée au courant des dernières semaines à ce sujet, la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, affirme que les discussions pour la vente du site à de potentiels acheteurs se poursuivent. Sur la scène judiciaire maintenant, le Val-d'Orien, Gérald Hamel, accusé d'avoir incendié un immeuble de Val-d'Or en janvier 2023, est décédé à la prison d'Amos en juin dernier. Et son décès de cause naturelle force donc l'arrêt des procédures dans son dossier. L'une des victimes, Carole Marcil, a partagé hier matin les conséquences avec lesquelles elle vit depuis l'incendie, des confidences qu'elle a exprimées à la cour au palais de justice de Val-d'Or. Et l'autre victime, Martine Boucher, a perdu la vie, on le rappelle, à la suite de l'incendie. Gérald Hamel aurait pu écoper de la prison à perpétuité si le procès avait eu lieu. Et on rappelle qu'il aurait jeté un cendrier non éteint dans une poubelle alors qu'il était intoxiqué. Oui, donc la dame qui est décédée, c'était Martine Boucher, donc qui malheureusement est décédée. Et Carole Marcil, en fait, ça a été une autre victime qui a été grièvement blessée là, lors de l'incendie qui a fait brûler le bloc appartement. Donc, elle est venue témoigner à la cour ce matin. Donc, le juge n'était pas obligé de l'entendre, étant donné que les procédures étaient arrêtées. Mais il a quand même pris le temps d'entendre la victime là, sur les conséquences du crime. Donc, elle a raconté là, brièvement là, qu'elle
elle avait de la misère à dormir, puisque lors de l'événement, là, elle n'a pas pu là, casser sa fenêtre pour sortir de l'appartement lors de l'incendie. Donc maintenant, elle doit dormir avec une pierre là, pas loin de son lit, là, parce qu'elle a peur que cet événement-là réarrive. Effectivement, ça l'empêche également de dormir là, puisque l'incendie a eu lieu durant la nuit. La Fédération de la santé et des services sociaux a conclu une entente de principe avec le gouvernement de la CAQ et elle va servir d'encadrement pour la création d'une équipe volante publique de travailleurs volontaires pour aller prêter main forte dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et de l'Outaouais. Mais malgré l'entente, des pourparlers sont toujours en cours entre les deux parties. Et selon la FSSS-CSN, même si les négociations vont dans la bonne direction, elle juge que l'équipe volante n'est pas la solution pérenne à la pénurie de main-d'œuvre dans la région. Et on rappelle que selon la FICSISAT, une première infirmière devrait normalement arriver dès cette semaine dans la région. Sur notre sujet maintenant, la présence d'algues bleues, verts force la fermeture de la plage ainsi que de la zone Wibit à Ville-Marie. La ville invite donc les citoyens à ne pas se baigner dans l'eau, à ne pas la consommer, à ne pas jouer avec les écumes et invite les parents à tenir leurs enfants loin du secteur. L'avis est pour l'instant toujours en vigueur pour la journée et les autorités municipales vont informer la population dès sa levée. Le petit théâtre du Vieux-Noranda doit continuer de faire des pieds et des mains pour survivre, privé de subventions du Conseil des arts et de lettres du Québec. Et comme c'est le cas depuis maintenant 2004, la salle de spectacle a reçu un nouveau refus pour un financement de 4 ans. Une entrevue d'Yvon Moreau. Je suis toujours en train d'essayer d'obtenir ce fameux financement-là, qui est un soutien pour 4 ans, donc qui permet d'avoir une prévisibilité dans le temps et d'avoir une équipe qui est plus stable. Est-ce que l'absence ou la diminution de subventions de la part du Conseil des arts et des lettres du Québec, ça amène des difficultés? C'est sûr que ça fragilise notre organisation à court terme, mais à moyen et à long terme, le petit théâtre a plus d'une corde à son arc. Là, on fait dans plusieurs domaines, c'est-à-dire autant dans l'intégration technologique en art vivant que dans la diffusion, la création. On loue des salles, des équipements et tout ça. Donc, on est vraiment... heureusement, on a plusieurs cordes à notre arc. Et après 20 ans, on a trouvé des moyens, on a des trucs. Le petit théâtre, dans le fond, ça représente entre autres notre culture locale, c'est-à-dire qu'on fait travailler beaucoup les artistes de notre communauté, aussi autant les amateurs que les professionnels, mais on accueille aussi des artistes de partout là, à travers le monde, autant au Québec que de l'international. Ce qu'on a développé, je dirais, avec le temps, c'est une expertise dans la rédaction de subventions. On doit en déposer plus d'une 60aine par année pour avoir un taux de succès là, pour être capable de faire vivre l'ensemble de nos activités. Ce qu'on aurait aimé, c'est avoir de la prévisibilité dans le temps, de pouvoir souffler un peu parce que tout ça demande à toutes les fois des rééditions. Ça compte beaucoup de temps humain, de rédaction de projets et tout ça. Mais bon, écoute, on garde espoir. On va peut-être demander une révision. On va regarder ça avec le conseil d'administration au courant du mois d'août et on verra pour la suite des choses ce qui nous est proposé par le calque. Je désespère pas, là. On a plein d'autres magnifiques projets, dont Noranda Ville ouverte qui va avoir lieu à la fin du mois d'août, 21 août au 31 août, qui est offert gratuitement à la communauté, puis pour laquelle on a une campagne de financement. Donc, si vous voulez contribuer, je vous invite à aller directement sur le Facebook du Petit Théâtre, vous allez voir un lien. Cet été, la ville de Rouyn-Noranda invite à vivre la culture en grand avec une série d'activités gratuites dans les parcs et espaces publics de la ville. Et il y a plusieurs activités pour tous les âges et pour tous les goûts. Les pianos publics en font partie, mais il y a aussi plusieurs activités d'animation et de lecture. Demain, à 18h, à la Place de la Paix, les drag queens Phoenix Mockingbird et Mesdames Chose animeront une soirée de lecture au parc pour adultes. L'épreuve du Challenge Sprint lors de la 54e édition du Tour de l'Abitibi avait lieu hier à Val-d'Or et c'est le représentant d'équipe Canada, Michael Guilbeault, qui a remporté les grands honneurs. Le Colombien Victor Manuel Mendoza Ruiz et l'Américain Lee Collender ont fini respectivement 2e et 3e. Et on rappelle que cependant que cette épreuve ne compte pas au classement du Tour. La première étape officielle débute aujourd'hui avec un parcours de 115 km partant de Rouyn-Noranda jusqu'à Val-d'Or à compter de 16h45. Et d'ailleurs, en parlant du Tour, les automobilistes devront adapter leurs déplacements en cette première étape. Des rues sont donc déjà fermées à Rouyn-Noranda
Les cyclistes vont parcourir dans les environs de 16h45 sur les rues Gagné, Tardif, La Liberté ainsi que l'avenue La Rivière. Entre 18h30 et 20h à Val-d'Or, les participants vont emprunter plusieurs tronçons, notamment la 1re avenue, la 1re rue, la 2e avenue, la 6e et la 7e rue. En tout cas, la liste complète des rues barrées est disponible sur le site web du Tour de l'Abitibi. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande comptez-vous suivre le Tour de l'Abitibi-Glencore? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, on aura une alternance de soleil et de nuages en Abitibi et ce sera généralement nuageux au Témiscamingue. Pour les deux secteurs, on a en plus un 60% de probabilité d'averse et un risque d'orage et il fera un maximum de 23 et 25 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on aura des nuages avec un 40% de probabilité d'averse dans la région et avec un nouveau risque d'orage, il fera un minimum de 14 et 15 degrés. Avant de se quitter, faites attention aujourd'hui car on est à la veille d'orages violents cet après-midi et ce soir, il pourrait donc avoir de fortes rafales, de la grêle mais aussi de la pluie forte. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve tout à l'heure.